avec nous Monsieur Belriti, le directeur général de Jumia. Jumia qui est devenu aujourd'hui un acteur incontournable du e-commerce au Maroc et qui intervient aujourd'hui pour nous expliquer quels sont les mythes que Jumia a cassés dans la culture du e-commerce. Un premier mythe qui est d'abord l'adoption du commerce électronique, sur lequel très peu de gens auraient parié au moment où Jumia a démarré, mais qui brasse aujourd'hui des millions de transactions. Ensuite, le taux de paiement par carte bancaire en ligne, donc qui est passé durant l'année 2020, boosté bien sûr par la crise Covid qui était là, donc qui est passé de 3% des transactions d'achat à 30% en moyenne sur toute l'année 2020. Donc, la crise, bien sûr, y a contribué. Donc, Monsieur Belriti, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'expérience de Jumia dans cette barrière de conversion, on va dire psychologique, pour adopter des nouveaux comportements en général, on va dire. La parole est à vous. Merci Nawal. En tout cas, merci beaucoup à Tijara 2020 pour l'invitation et pour m'inviter à participer à ce panel. D'ailleurs, dont plusieurs personnes sont des personnes qu'on connaît, qui sont des partenaires d'ailleurs. Je tiens aussi à remercier notre président Siwajeh Sbehi pour m'honorer de prendre la direction de la commission digitale e-commerce. J'essaierai bien sûr de contribuer un peu de par notre La expertise. présidence, monsieur Larbi, pas la direction. C'est beaucoup plus honorifique que ça. Encore une fois, très honoré. En tout cas, je voulais un peu participer d'une manière un peu plus terrain et un peu plus opérationnelle d'un acteur dans le secteur du digital et comment le paiement et le e-commerce s'est développé. Je vais commencer par une petite présentation de Jumia, pas parce que j'aime parler de ce que j'ai entrepris, mais surtout pour un peu démythifier un peu l'entreprise qui, des fois, de l'extérieur, ne paraît pas exactement ce qu'elle est de l'intérieur. Donc, Jumia, très rapidement, a été lancée en 2012. Donc, c'est une plateforme de e-commerce qui est constituée autour d'une marketplace qui permet la vente de biens physiques, mais aussi la livraison de restaurants et aussi, depuis très récemment, une plateforme purement digitale qui s'appelle Jumia Pay qui permet d'accéder à plusieurs services digitaux. C'est une plateforme qui a été lancée avec un actionnariat très diversifié, avec des gros acteurs de différentes entreprises. On a dans notre tour de table AXA, on a Orange, Goldman Sachs, Mastercard aussi dans le paiement. Et depuis peu, on est listé à la bourse de New York, donc le NYSE. On s'est développé dans un premier temps comme étant un retailer. Donc, Jumia achetait et revendait ses propres produits. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas expert dans chaque domaine dans lequel on était présent, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de catégories dans lesquelles on opère et on n'est pas assez expert dans chacune d'entre elles. Et ça nécessite aussi une grande surface financière pour pouvoir avoir des stocks et pouvoir opérer dans chacune des catégories. Donc, du coup, on a dû switcher dans un modèle, ce qu'on appelle plus communément une marketplace. Ça veut dire qu'on est un intermédiaire entre le client et le vendeur. Et donc, du coup, on est passé de traiter avec à peu près une cinquantaine de fournisseurs dans différentes catégories comme la téléphonie, l'électronique, le fashion, la beauté et autres, à finalement accueillir à peu près 10 000 vendeurs, ce que nous, on appelle chez nous, dans notre jargon, donc les vendeurs, qui sont des distributeurs, des grossistes, des retailers, des fois même des points physiques et des fois même des entrepreneurs qui n'opèrent même pas physiquement avec un point de vente. Donc, ça nous a permis d'agrandir le nombre de produits proposés. On est passé d'à peu près 15-20 000 références à aujourd'hui à peu près 5 millions de références sur notre plateforme, ce qui était très important pour le consommateur final qui a besoin à chaque moment quand il vient pour acheter un produit de vraiment trouver tout l'assortiment concernant son achat.
Donc, plus concrètement, quelqu'un qui souhaite acheter un téléphone a besoin de 200 ou 300 références de téléphone et pas nécessairement de 5 à 10 téléphones qu'on pourrait trouver dans une étagère. Donc ça a été assez important dans notre modèle et de se positionner comme cette marketplace. Le deuxième point, c'est aussi on s'est développé sur beaucoup de catégories. Historiquement, les consommateurs nous faisaient confiance sur les catégories électroniques. Donc on était connus pour vendre des téléphones, des télévisions, de l'électroménager. Aujourd'hui, on a beaucoup plus développé des catégories du quotidien. Donc on a le fashion, par exemple, l'habillement, les chaussures et autres. On a la beauté. On a aussi depuis récemment aussi tout ce qui est supermarché, donc tout ce qui est autour des produits de grande consommation. Donc ça, c'était un peu le développement des catégories. Finalement, en termes de ville aujourd'hui ou en termes de consommateurs, aujourd'hui, Jumia accueille pratiquement 4 à 5 millions de consommateurs, de visiteurs uniques, on va dire, à travers le Maroc. Et aujourd'hui, on a à peu près le tiers de nos consommateurs qui se trouvent sur l'axe Rabat-Casa, le tiers qui se trouve sur les grandes villes comme Tanger, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Oujda. Et ensuite, un tiers qui se trouve dans les petites villes, donc ils sont des petites villes jusqu'à des petits villages. Et donc, ce qui est assez important parce que le e-commerce a permis une inclusion économique et financière de tout le Maroc. Il faut se dire que ce n'est pas dans toutes les villes qu'on trouve des grandes surfaces de distribution ou qu'on trouve des petits épiciers aussi achalandés que dans des grandes villes. Donc ça a été assez important et il fallait bien sûr dans ce développement, pouvoir donner tous les éléments qui permettent à ces consommateurs-là de consommer. Et entre autres, le paiement était un des freins, c'est que le consommateur marocain n'était pas nécessairement prêt à payer sur Internet à ce moment-là. Donc, on a dû proposer du paiement avec ce qu'on appelle du cash à livraison. Des fois, on est même un peu étiqueté comme l'entreprise qui a démocratisé le paiement en cash à la livraison dans le e-commerce, que les autres e-commerçants n'apprécient pas beaucoup parce que c'est un paiement qui, en quelque sorte, a beaucoup de contraintes et de barrières, parce que quand on paye en cash, le consommateur n'honore pas toujours sa commande, ça a des coûts cachés, c'est-à-dire qu'ensuite, il faut des fois payer des commandes qui sont refusées par le client. Donc, il y a un nombre de coûts inhérents au paiement en cash. Mais malheureusement, Jumia a dû être un peu dans cette position de proposer ce paiement parce que le consommateur n'était pas encore prêt. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Donc, l'impact Covid sur le e-commerce a été on était un peu surpris aussi par cet impact-là. On n'était pas nécessairement prêt, on ne savait pas quel allait être l'impact qui allait y avoir lieu. On se disait aussi que le consommateur allait être impacté financièrement, économiquement, et donc du coup n'allait pas pouvoir consommer. Mais finalement, on a été assez surpris. Donc on a vu que les premiers consommateurs qui, à l'aube du confinement, ont commencé à consommer beaucoup de produits essentiels, donc les masques, les produits d'hygiène, les produits nettoyants, donc un peu tous les produits essentiels qu'on va dire pour préparer ce confinement. Finalement, quand le confinement a eu lieu, on est passé sur des produits sur lesquels on n'avait pas parié, qui étaient des produits plus chers, mais étaient des produits pour rester connectés. Donc les gens avaient besoin d'un téléphone, d'une télévision, d'un ordinateur pour travailler à la maison. Donc un nombre de produits de stay connected, on va dire plus ou moins. Et une fois le confinement installé, les consommateurs ont pris confiance, ont vu que leur vie n'était pas en danger ou leur emploi ou ce genre de choses et ont commencé à plus investir sur des catégories du confort du quotidien. Donc plus de produits de remise en forme, des produits de décoration, donc des produits un peu autour de la décoration et de la maison. Et finalement, on est rentré un peu dans Ramadan, la préparation de Ramadan. Donc, je vous annonce, je vous parle un peu de ça parce que c'est des changements de consommation qui ont eu lieu d'une manière assez anecdotique, mais clairement, par exemple, les produits de grande consommation de supermarché n'étaient pas nécessairement aussi adoptés à l'époque avant le confinement que pendant et après le confinement. Donc, c'est des changements qu'on a vus s'opérer. On a aussi vu des changements s'opérer sur le modèle de paiement. Donc, comme vous l'avez sûrement deviné ou comme aussi l'ont cité mes confrères, c'est que la crise sanitaire a eu un impact très positif sur le paiement électronique. Les Marocains ont commencé à privilégier le paiement électronique et une prise de conscience que ce paiement est sécurisé et sans risque.
Jumia, à titre d'exemple, a aussi mis en place une solution de livraison qu'on appelle sans contact sur notre plateforme Jumia Pay, qui est une plateforme de paiement électronique que Jumia a développée. Et cette solution donc, permet aux consommateurs de payer à l'avance des produits qu'ils achètent en ligne sans être en contact avec le livreur parce que le livreur, pour identifier le consommateur, envoie tout simplement un petit code par SMS qui remet à son livreur et donc du coup la transaction se fait de manière sécurisée et sans contact. Donc c'est un peu une petite innovation qu'on a mis en place mais qui a eu tout son succès pendant cette période-là où les consommateurs étaient assez inquiets de de l'hygiène et de toucher de l'argent liquide de manière générale. On a vu aussi un shift le paiement en ligne a eu une pénétration différente dépendamment des catégories. Le food, par exemple, la livraison de restaurants a eu un taux de pénétration du paiement en ligne beaucoup plus important. Encore plus une catégorie qui a atteint pratiquement 50% de paiement en ligne, qui était la catégorie supermarché. Donc, les consommateurs qui faisaient leurs courses en ligne, une personne sur deux payait sur Internet. Donc, et ce qui était quelque chose d'assez inédit, comme l'a mentionné Madame Laïdaoui, c'est que les consommateurs ont pris ce modèle c'est-à-dire le biais du paiement en ligne de manière assez rapide et quelque chose qui n'était pas nécessairement très attendu. Cependant, il y a un point, c'est que Jumia opère depuis 8 ans dans le e-commerce, mais et propose du paiement en ligne depuis pratiquement 8 ans. Et pourquoi, vous me poserez la question, pourquoi le consommateur n'avait pas pris le biais du paiement en ligne depuis le début? Je peux vous le dire, il y a pratiquement un an, c'est-à-dire on va dire quelques mois juste avant la crise sanitaire, le paiement en ligne chez Jumia représentait seulement 2 ou 3%, alors que le paiement en ligne était proposé bien avant. Et donc, il y a eu des freins, et je vais vous les citer parce qu'on a dû militer pour essayer de lever ces freins-là, mais il y en a beaucoup, et donc ça peut donner un exemple concret de ce que le mobile payment va faire face et il y aura nécessairement besoin de beaucoup d'efforts pour arriver à démystifier, pas démystifier, mais à démocratiser le mobile payment. Un des premiers freins était clairement la bancarisation. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu devant parce qu'il y a pratiquement 16 à 17 millions de cartes émises, peut-être pas toutes utilisées, mais aujourd'hui, je pense que la bancarisation est un peu plus populaire, démocratisée. Il y avait un frein extrêmement important qui était la confiance du consommateur. Donc, le consommateur n'ayant pas confiance nécessairement en cette méthode de paiement, même si nous la proposions, ne l'utilisait pas. Le consommateur voulait attendre de voir son livreur, de voir son carton avant de pouvoir donner de payer. C'est quelque chose qui est assez simple, mais le consommateur n'était pas nécessairement en confiance à payer d'avance. Il y avait le troisième frein, et je pense que Michael Nasseri est un point sur lequel on a beaucoup travaillé ensemble, qui était l'acceptation du paiement. Il y a pratiquement 3-4 ans, le taux d'acceptation du paiement en ligne était de l'ordre de 40 à 50%. Ça veut dire qu'une transaction sur deux échouait pratiquement. Et du coup, il y a eu tout un travail fait de manière conjointe entre le CMI, nous, entre autres, et les banques, pour un peu travailler sur le taux d'acceptation de ces cartes. Parce qu'un consommateur qui essaye de payer, qui a sa transaction qui est refusée, ne réessayera pas une deuxième fois, ne réessayera pas une troisième fois et préférera payer directement en cash. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est arrivé à des taux de succès de pratiquement 80%. Et je peux remercier le CMI qui a beaucoup milité avec nous auprès des banques pour améliorer le taux d'acceptation au niveau des banques. Le troisième point est le retour et le remboursement. Un consommateur qui achète, qui retourne son produit, mais qui ne reçoit pas son remboursement, vous pouvez être sûr, c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement qu'on ne l'a pas remboursé, mais c'est qu'on ne l'a pas remboursé à temps, vous pouvez être sûr qu'il n'a plus confiance en ce modèle, en cette méthode de paiement. Il y a des banques qui remboursent, pour ne pas les citer, à pratiquement 30 jours.
Donc, le consommateur appelle le service client Jumia qui lui annonce qu'il se fera rembourser après 3 jours, mais qui finalement ne revoit son paiement sur son compte que 30 jours après. Encore une fois, avec le CMI, on a beaucoup travaillé avec certaines banques pour améliorer la rapidité de remboursement des transactions, pour pouvoir montrer aux consommateurs que le remboursement est traité de manière assez rapide. Ensuite, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites pour améliorer le développement du paiement. Très simplement, comme l'a mentionné aussi Michael, celle que nous on a entrepris au niveau de Jumia, c'était de mettre en place des incentives ou des contributions sur les transactions prépayées, donc sur les transactions qui ont été payées par carte, en permettant au consommateur d'avoir une réduction sur son achat pour pouvoir l'incentiver à acheter avec sa carte. Parce qu'on sait qu'un consommateur qui a payé avec sa carte, généralement revient à 70 à 80%, ne repaiera qu'avec sa carte pour les prochaines transactions. Donc, on a donné des incentives. On a aussi des fois limité. C'est-à-dire un consommateur à un certain palier, on l'a limité, on lui donne que le choix du paiement par carte pour pouvoir le forcer en quelque sorte à adopter ce paiement-là. Et je pense qu'avec tous ces facteurs-là, on a pu passer de pratiquement 2 à 3% de paiement en ligne à aujourd'hui de l'ordre à 20 à 30% de paiement en ligne. C'est quelque chose qui a été très laborieux et qui ne s'est pas opéré rapidement, qui ne s'est pas opéré juste parce que technologiquement nous avions proposé le service, mais qui a dû prendre énormément d'initiatives pour y arriver. Donc voilà, ça c'était un peu ma contribution terrain de Jumia.